Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouveau numéro de Spurs Break, un podcast mensuel proposé par la Spurs Nation France pour discuter des San Antonio Spurs. Avec nous, pour ce grand retour de Spurs Break, un rookie aussi prometteur que le prochain first pick. Vous avez pu le croiser sur Twitter, c'est l'un de nos deux nouveaux CM. Salut Louis et bienvenue. Bonjour Thibaut et puis salut à tous. Il est le vétéran qui fait la différence dans un podcast qui gagne. Quel plaisir de te retrouver mon Jules. Salut. Bonsoir, quel plaisir, quel bonheur d'être là. Spurs Break épisode 26, c'est parti. The second pick will be made by the Charlotte Hornets. And that means that the number one pick in the 2023 NBA draft goes to the San Antonio Spurs. Les amis, le 16 mai dernier, Peter J. Holt hurle ses meilleurs « Let's go !» quand Mark Tatum brandit notre logo. On a le first pick à la prochaine draft. Qu'est-ce que vous ressentez à ce moment-là ? Écoute, je n'ai pas pu suivre la loterie en direct, puisque je me levais tôt le lendemain. Puis le réveil, big smile au réveil, hein, qu'est-ce que je te dis, première chose que je fais au réveil, j'allume Twitter. Et là je vois first pick aux Spurs, des montages avec Wembanyama avec le maillot et tout. Évidemment, extrêmement content. T'as été le premier à prononcer son nom là, dans le podcast là. Oui, il faut. De toute façon, on va. C'est pas encore sûr qu'on l'ait. C'est pas sûr qu'on l'ait, mais en tout cas, sûr. tout le monde s'emballe sur le sûr. fait qu'on va l'avoir, parce que il est pour l'instant, de point de vue de tout le monde, le first pick. Et évidemment, on le sait qu'a priori, ça va être le first pick, mais il reste un doute. Scoot Anderson peut-être. En tout cas, moi j'aurais été content avec 1 ou 2, parce que 2 aussi j'aimais bien. Mais je suis évidemment super content, et quiconque n'est pas heureux de ce choix n'est pas fan des Spurs. Louis. Écoute, pour moi, écoutez, si vous voulez voir simplement ma réaction, écoutez, je vous invite à vous rendre sur le compte Spurs Nation France, où mon collègue Mars, d'ailleurs, que je salue, autre CM, on avait organisé un petit live Twitch pour la loterie, et du coup vous avez cette réaction épique où en fait vous avez d'un côté JP, du coup, qui est le président de notre association, qui lui a un petit peu d'avance et du coup commence déjà à célébrer quand il voit que le deuxième pick part du côté des Hornets. Vous avez moi qui vois aussi la chose en même temps, mais en fait j'avais mon micro coupé, en fait j'avais oublié de l'activer, donc du coup je crie, je bondis, je saute partout, mais on n'entend rien du tout. Et vous avez du coup l'autre CM qui est Mars, où on voit que il essaye de se retenir parce que ses parents qui dorment à côté, mais en gros c'est un peu le bordel, tout le monde saute de joie, on n'en revient pas. Moi, j'avoue, personnellement, je m'imaginais un petit 3e, 4e pick. Genre, vraiment, j'y croyais vraiment pas du tout au premier. Je me disais, allez, je croise les doigts pour le deuxième, et si encore. Et là, quand le premier arrivait, j'étais là, genre, waouh, mais c'est incroyable, quoi, tout simplement. Moi, j'étais sur un pick 6. Quand en 6, il y a pas les Spurs qui sont sortis, tu vois. J'étais persuadé qu'on allait descendre, là. Ouais, moi aussi, j'avais le mauvais pressentiment. Écoute, heureusement, ça ne s'est pas vérifié. Ouais. On aurait pu se prendre un vilain karma, parce que quand tu vois Détroit et Houston, ce qu'ils ont pris dans la gueule, tu te dis, ça aurait pu être nous, quoi. C'est terrible. Ça se joue au pile ou face avec Houston, hein. C'est exactement ce que j'allais dire. C'est qu'en plus, on l'a perdu, ce pile ou face. On était là, c'est bon, ça y est, on a le 3e pire bilan officiellement. Ça commence déjà, aïe. Mais bon, il y a du coup un retour de karma positif et nous avons donc obtenu ce first pick. Welcome Victor, finalement. On espère. Attends, c'est pas sûr. Une question, on va commencer directement parce qu'on est content aussi de vous retrouver tous sur Twitter. On a eu plein de questions pour cet épisode, notamment 2 d'Adapt. Bonjour. Enchanté d'Adapt, je crois qu'on t'avait jamais eu dans les Spurs Break. Non, ça me dit rien, ouais. Et là, ouais, c'est ça. Tu nous demandes qu'est-ce que ça vous fait de passer en un pick d'une équipe à la hype en perdition jusqu'à l'équipe la plus hype. La plus hype, c'est peut-être abusé, mais on reste les Spurs. Hein. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Mais oui, effectivement, surtout dans la communauté française, il y a beaucoup de hype. Mais même les Américains sont comme des oufs aussi devant Victor, mais... Oh, tu vois les images des réactions, t'as vu celle dans le resto là où ça jette des bières. Ah ouais, non mais c'est des. Ouais, c'est incroyable. C'est génial. Ils ont gagné la Coupe du Monde. Ouais, c'est ça. C'est vrai que ça va faire bizarre, ouais, d'avoir de la hype, je pense, parce que bon, même quand on était fort, on n'avait pas de hype, hein, donc c'est-à-dire que 2017, Kawhi est à son prime, on fait finale de conf, on perd sur une blessure de Kawhi et tout, personne parle de nous, donc ouais, c'est vrai que ça va faire bizarre.
Mais je pense que là, il va vite s'estomper parce que on en reparlera peut-être plus tard. Mais Wembanyama, on n'attend pas un 30-10 en saison 1, donc peut-être qu'on va peut-être pas avoir tant de hype que ça au fil de la saison. Moi, surtout, j'aimerais dire que plus que la hype, en fait, ce qui est très intéressant, c'est que avant l'arrivée du coup de Wembanyama dans l'équipe, je parle comme s'il était déjà là, hein, j'espère que vous m'en voudrez pas. On savait pas trop où aller avec cette équipe. En fait, on était un peu avec notre collection. Tu voyais un Sohan, un Keldon, un Vassell. Il n'y avait pas vraiment de mal alpha dans cette équipe. C'était une équipe avec plein de bons lieutenants et qui finalement n'avait pas vraiment de direction ou de cohérence. Et là, en fait, l'arrivée de Wembanyama, ça justifie tout. D'un coup, l'équipe, elle est beaucoup plus logique. Ouais. T'as même l'impression qu'il va y avoir un ordre. Alors bon, à voir peut-être encore avec Keldon, Vassell, comment ça va un petit peu s'organiser. Mais t'as presque déjà une hiérarchie qui est organisée. T'es là, ok, cette équipe maintenant, je vois où elle va, je vois la direction. Et en fait, plus que de la hype, moi je suis très content qu'on y voit plus clair, quoi. Je pense que en plus, on avait, comme tu disais, vraiment que des joueurs, tu vois le potentiel de role player plus potentiellement troisième, deuxième option, grand max et tout. Mais tu disais il manque un vrai pur talent. Même si Sohan c'est débattable, mais offensivement il est trop limité actuellement pour te dire oui tu peux baser une équipe autour de lui. On va faire le bilan juste après, mon Jules. Oui. Si ça te va. Oui, mais voilà, Ah c'est un teasing. Ah mais... ouais. Oh ouais, t'es bon, hein. On voit t'as pas perdu la main quand même, hein. Ah, t'as vu ça? Ah, il est bon. Non, mais voilà. Du coup, Sohan, tu disais peut-être, mais c'est lointain, quoi. Ouais. Là, d'un coup, tout s'éclaircit et tu te dis, bon, bah, là, sur cet été, je sais ce qu'il nous faut. L'été prochain, je sais ce qu'il nous faudra. Et en fait, tu sais déjà, genre Brian Wright, là, le GM. Brian. Ils savent pas que ce sont. Brian Vrick. Et ben lui il souffle un peu, je pense, parce qu'il devait transpirer depuis quelques temps là tout avec est calculé, mauvais choix qu'il a pu faire. Donc tout est calculé. je pense qu'il respire un peu, ouais. Ce choix, il sauve un peu son cul, je pense. Ouais. Bon, tout était calculé la saison passée. En fait, d'avoir le first pick, c'est la conclusion de ce qui s'est passé l'année dernière. Pour faire le bilan et se remémorer un peu tout ça, la saison commence tristement avec cet obscur accord trouvé avec la Dr Cotten, qui est la psychologue des Spurs, qui avait l'intention de porter plainte contre Josh Primo, l'accusant d'exhibitionnisme répété, et contre les Spurs, qu'elle accusait de l'avoir ignoré. Finalement, le joueur est coupé et l'affaire ne ressortira plus. Et puis sportivement, la saison commence avec 5 victoires en 7 matchs, puis 16 défaites en 17 matchs. Là, c'est vrai qu'on jouait le titre. Les premières saisons, elles étaient assez. Les premiers matchs, on était 3e, 4e de conférence. Mais qu'est-ce que c'est cette équipe? On jouait bien, c'était fluide, c'était incroyable. Ouais. Ça me fait un peu penser pour ceux qui aiment bien le foot. C'est avec des petites équipes, par exemple en Ligue 1, c'est toujours les promus qui font des excellents débuts de saison. Je me souviens, cette année ou l'année dernière, c'était Clermont. Ils avaient fait aussi un début de saison canon et j'étais un peu. En fait, on est un peu le Clermont de la NBA, quoi. En termes de hype aussi. Après, ils n'ont pas fini avant-dernier de la ligue. Début janvier, Devin Vassell est opéré du genou. Oui, le 14 janvier, 68 323 spectateurs à l'Alamodome. Est-ce que vous avez regardé ce match à l'époque? Oui, c'était incroyable. Moi, je crois que c'est un des seuls matchs que j'ai vu cette saison, parce que je dois avouer, comme Jules, qu'on n'a pas. Oui. C'est pour ça aussi qu'on a fait moins de Spurs break, hein. C'est parce que, moins de Spurs break. On a 0. fait un en début de saison. Parce que on a fait un. Après, la belle série de victoires et le premier mois qui était solide, on en a fait un. Après, on n'en a pas fait puisque. Moi, personnellement, pour des raisons personnelles, j'ai pas pu suivre beaucoup de matchs. C'est le cas d'autres membres de l'équipe. Et de quasi toute l'équipe aussi, en fait, en réalité. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, moi je vais laisser Louis nous parler de la saison passée. Et moi je me concentrerai sur l'avenir des Spurs. À la trade deadline, on fait un move. Polter et Richardson s'en vont. C'est deux moves en fait. Deux moves. Voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que au final, ça fait Polter et Richardson qui s'en vont. Et on récupère Devonte Graham, des pics de draft, Dwayne Dedmon, Kem Birch.
Il a pas joué à un match, Cambridge, en plus. On essaye d'avoir le first pick. Ouais, c'est bien ce qui me semblait. Ouais, non, il est là pour cirer le banc et faire joli. Je sais même pas qui en veut, parce que je crois que sa valeur marchande, elle est nulle. Enfin, même moi, je me souviens pas la dernière fois d'avoir entendu parler des stats de Cambridge. En plus, il est pas ultra athlétique, il est petit pour un pivot. Je crois qu'il a fait une ou deux bonnes saisons, enfin, saison moyenne au Magic et une à Toronto, mais Ouais, je me rappelle un peu de lui à Toronto. Ouais, c'est ça. Mais il est encore sous contrat l'année prochaine? il a encore 2 ans de contrat, je crois. Oh. Donc ouais, je pense qu'on va se le traiter. Soit on le coupe, comme on a du cap, on pourrait se permettre de le couper, tu vois. Mais parce que je vois pas contre qui ou même contre quoi on pourrait l'échanger là. Bah moi je pense qu'on peut pas prendre Victor parce que il va être barré par Cambridge. Ouais, c'est ça. Il va prendre la place. Attends, il y a une hiérarchie. Faut prendre le rookie arrive pas comme ça. Faut respecter les vétérans. Il y a un ordre à suivre. Évidemment. Faut prendre un meilleur fit parce que Victor ça marche pas avec Cambridge. Non, mais en plus Scoot Anderson c'est parfait. On a que Trey Jones à la main. Exactement. Vous êtes pas prêts, on va drafter un gars qui un des frères Thompson. Vous avez. Écoute, Ozar Thompson, let's go hein. Mais pas en Bon, quel bilan vous tirez de la saison dernière? Comment? Quel bilan vous tirez de la saison dernière alors? Du coup, si tu veux, je commence vu que j'ai pas vu beaucoup de matchs. Je peux dire un peu mon avis, puis après je te laisserai aller sur le concret. Moi, de mon ressenti, de mon point de vue de fan des Spurs, franchement, sans le first pick, c'est une saison calamiteuse. Avec l'histoire de Primo qui vraiment vient vraiment plomber complètement le début de saison en réalité. Ça arrive le 29 octobre, hein, c'est le lendemain du premier match ou un truc comme ça. Il a joué, il a joué 4 matchs. Ouais, donc, et après il s'est fait cut. C'est après le début de ça. Et surtout c'est très douteux la manière dont ça a été traité l'intérêt des Spurs, hein, parce qu'on parle souvent du fait que les Spurs, oui, c'est une équipe qui gère bien à l'intérieur et tout, ce qui est souvent vrai, sauf que là, a priori, ça n'a pas été le cas et c'est désastreux. Quand il y a des cas comme ça, c'est pas normal que ça ait pas été géré avant, en fait, en vrai. Et donc, pour moi, ça, c'était vraiment le truc où je me suis dit, là, j'arrive pas à le dire, voilà, le GM. Brian Wright. Brillant Vricht. Le GM. Et il faut qu'il dégage parce que c'est une très mauvaise gestion du truc et tout. Le fait est que bon, il est resté. Le cas Primo a été dégagé et j'espère qu'il ne reviendra pas aux Spurs. De toute façon, il est coupé là. Il nous appartient plus du tout. Il a été cut. Il est plus chez nous. D'ailleurs, on n'a pas de nouvelles. Il est plus en NBA a priori. Ouais, j'avais fait une recherche un peu sur ce qui devenait. Il y a zéro actu, il y a rien. Il y a zéro actu. Même pas dans une autre ligue ou quoi. Non, mais je pense. C'est pour ça que je dis que l'accord est obscur parce que c'est vraiment depuis ce moment-là. Même au moment où c'est arrivé, on sait pas de quoi il s'agit. Plus personne n'a parlé. Les avocats des deux parties se sont tus et tu vois, ça c'est. Je pense un accord financier, un truc comme ça, mais on n'a aucune info quoi. Trop bizarre. Et du coup, par rapport à la psy aussi de l'équipe, c'est très chelou. Enfin, je veux dire, pour elle, c'est pas comment lui promettre après que ça va bien se passer, tu vois. Ouais. Si elle a vécu ça, enfin bref. Donc très mal démarré pour moi la saison et très mal géré cette situation avec Josh Primo. Et puis après, on l'a dit, hein, une lente descente aux enfers en termes de victoire. Les jeunes qui arrivent à se développer un petit peu. De ce que j'en ai vu en tout cas. Justement, parlons-en de ça parce que ça aurait pu être l'occasion de développer à fond ces joueurs qui avaient 40 minutes de temps de jeu s'ils voulaient quoi. Moi j'ai bien aimé Sohan, l'histoire des lancers francs. Bon, on a beaucoup vu tourner sur Twitter et tout, mais le fait que il ait changé sa mécanique pour être meilleur, être plus adroit au lancer franc, qu'il fasse à une main maintenant et tout, ça c'est hyper intéressant pour son développement. Et puis c'était assez chouette. Et puis après Vassell, moi j'aime toujours bien quand il joue. Le début de saison qu'il fait, il est très très solide honnêtement avant sa blessure. Malheureusement, il fait un point par match. Malheureusement, 22 points, je crois. Ça c'est qu'elle donne 22. Il est à 18-5
Mais je crois qu'en début, Oui, c'est ça, sur la saison. Mais sur sur le début de début, saison, ouais, je crois qu'il a des moyennes supérieures à il est ça. plus de 20 au début de saison avant la blessure. Il est à 40% à 3 points quasiment. Il fait une super saison et je pense que c'est, pour moi, c'est notre meilleur joueur dans l'effectif aujourd'hui, donc le 5 juin. Euh, et Keldon, je trouve personnellement, et après, c'est de point de vue sur les matchs que j'ai vus, je crois qu'on atteint doucement les limites de ce qu'il peut proposer, de son évolution en termes de joueur. Ça reste un bon joueur, mais je pense que là, le rôle c'était trop demandant pour lui, et je pense que il sera meilleur dans un rôle moins demandant, justement. Il a fait son record en carrière le 18 janvier avec 36 points marqués contre les Brooklyn Nets. Ouais. Et en vrai, il fait une bonne saison. Il est à 22 points de moyenne, 5 rebonds, tu vois. En termes statistiques, c'est pas mal, mais tu regardes les pourcentages à 3 points. Là où l'année dernière, il était à 40, c'est ça? Cette année, il est à 33. C'est que le rôle ne lui convenait pas et qu'il avait trop de responsabilités, tu vois. Enfin, de mon point de vue, c'est que, ouais, il lui fallait, il lui faut pas être la première option. Donc, Louis, qu'est-ce que t'en as pensé de ces jeunes-là? Bah, de ces jeunes, pour alors un petit peu faire un ordre. Alors je sais pas si Keldon est toujours considéré comme un jeune, mais c'est vrai que je suis assez d'accord avec Jules parce que c'est vrai qu'on a vu un petit peu les limites, même si je pense que en termes statistiques, je pense que Keldon peut encore passer un cap. On le verra peut-être avec l'arrivée de Victor. Et moi, je pense que les espaces qui vont être créés vont lui permettre de vraiment s'éclater, autant à 3 points qu'en pénétration. oui. Parce que c'est vrai qu'on a vu Totalement. que balle en main en première option, c'était vraiment compliqué. Autant au début de saison, il était sauvé par une adresse à 3 points insolente où il pouvait faire, il faisait il prenait des tirs à 3 points derrière un écran, comme ça en sortie de dribble qui rentrait. Enfin, le début de saison de Keldon, allez revoir les stats, mais c'est absolument incroyable quoi. En termes de statistiques, c'est le meilleur marqueur à 3 points et un des meilleurs pourcentages. Enfin, c'est complètement fou. Donc ça pour Keldon, effectivement, je pense qu'on a atteint un peu les limites. Pour plus parler des rookies, moi Sohan, j'avoue que comme beaucoup de personnes, au début on m'a vendu quelqu'un qui était très bon en défense, qui pouvait un petit peu faire des passes, un petit peu dans un rôle un petit peu à la Draymond. Moi j'espérais un peu un truc comme ça. Et il faut admettre qu'offensivement on a quand même été assez surpris. Où j'en parlais pendant le live Twitch qu'on avait fait aussi un petit peu de bilan avec d'autres membres de la Spurs Nation France. En fait, il a un côté où, parfois, quand il prend le ballon, vous pouvez regarder sur le terrain, on sait pas trop ce qu'il va faire, en fait. C'est assez dingue, parce que il peut faire, soit il peut aller enfoncer son mec, faire un petit hook. Il a un petit fadeaway qui est pas trop dégueulasse, mid-range. Il a un 3 points qui, de temps en temps, quand ça rentre, est assez honnête et il peut prendre des coups de chaud offensifs. Enfin, vraiment, on ne sait pas ce que peut faire ce joueur. Et moi, je trouve qu'il y a un côté hyper excitant, mais jusqu'où il peut aller, en fait. Parce que, ok, on a déjà vu le plancher, c'est déjà assez excitant. Alors, on attend de voir le plafond, ça promet. Et puis, il y a aussi quelqu'un. Là, je fais encore une fois un dédicace à mon collègue de Twitter, Mars, qui est un grand fan de Malachi Branham. Il faut avouer j'adore aussi. il faut avouer qu'alors, moi, personnellement, parce que j'aime beaucoup les joueurs qui sont très bons des deux côtés du terrain, il faut avouer qu'en défense, c'est pas vraiment ça. Par contre, en termes de scoreur, la fluidité du gars, c'est assez incroyable. Vous irez revoir aussi son mois de février, je crois, ou mars, où il est borderline rookie du mois. C'est notre Alors, meilleur joueur. Pour moi, il se fait voler par Walker Kessler, pour moi, mais c'était incroyable. Il était à 20 points par match tous les soirs. Ouais. Et en fait, quand on le voit jouer, il y a une impression de facilité. Autant, je me souviens, c'était pour revenir au tout début de la saison dernière, je sais pas si vous vous souvenez, la Summer League début de saison, on parlait surtout de Blake Wesley. Blake Wesley qui était pas bon, Malak. C'est ça, il arrivait pas, il était dépassé, il savait pas trop comment ça se passait. Wesley se blesse en début de saison, on lui confie un peu plus de responsabilité. Le jeu, au cours de la saison, c'est un petit peu plus ralenti, ou en tout cas est allé à son rythme. Et là, il a commencé à comprendre comment ça fonctionnait, et puis là, c'est bon, quoi. C'est tout droit. Et franchement, on parle beaucoup dans les débats, Trey Jones, 6e homme et tout, etc. Mais pour moi, Malachi Branham en sortie de banc, moi, je signe tous les jours. Hein. Franchement, voilà un petit peu mon avis sur les jeunes, quoi. Je suis d'accord. Je rajouterais, moi, Blake Wesley, c'était mon chouchou de notre dernier draft. Du coup, très triste de sa blessure parce qu'honnêtement, il démarre pas si mal la saison. Et on voit là. On voit un peu ce qu'il peut faire. Alors évidemment, en termes de
scoring, en termes d'efficacité, bon, c'est un jeune meneur de 19 ans qui arrive en NBA, quoi. Donc c'est assez dramatique. Mais tu vois quand même le potentiel athlétiquement dans le jeu, dans le dribble et tout. Il a quand même quelque chose en lui. J'espère que cette blessure va pas lui gâcher sa chance aux Spurs et que l'année prochaine on va continuer à lui laisser sa chance, parce que je pense sincèrement que déjà peut-être de la dernière draft, c'est celui qui a le plus de potentiel qu'on ait pris. Pour moi, il peut être plus fort à terme que Sochan en termes de potentiel, sauf qu'il a un plancher qui est évidemment beaucoup beaucoup plus bas. Mais je pense qu'en termes de potentiel, c'est assez dingue, et j'aimerais bien qu'on lui donne beaucoup cette opportunité de jouer, parce que l'année prochaine, on y reviendra tout à l'heure, mais on risque de pas jouer le titre, donc ce serait bien qu'on lui laisse la chance de s'exprimer. Bah, pour moi, Voilà. il y a deux choses sur Wesley. Moi déjà, c'est vrai qu'au départ, on le draft et c'est vrai qu'il c'est plutôt un poste 2. Et alors effectivement, comme on avait beaucoup de manques au poste 1, il s'est un petit peu reconverti à ce poste-là, même si j'ai vu des déclarations récentes qui disaient « Moi, je veux m'installer à terme en poste 1 en NBA », bah, c'est très louable. Mais je trouve que ça lui rajoute un peu plus de responsabilité, notamment au playmaking, et qu'il faut déjà qu'il se concentre sur le scoring. Moi, il me rappelle, presque à tous les niveaux, il me rappelle énormément un Lonnie à ses débuts. C'est-à-dire qu'en fait, il y a ce côté un peu tout feu, tout flamme qui fonce. Et parfois, il va même plus vite que le ballon. C'est assez incroyable. Enfin, tout le monde le dit. Il a un premier pas absolument incroyable. Mais parfois, il oublie un peu le ballon. Ou il contrôle pas son toucher. Explosif, Voilà. Et du coup, il balance ses layups contre la planche. Et c'est un truc où il y a un côté encore très raw, comme des Américains, voilà, il est pas du tout il est pas du tout prêt, très brut, voilà, exactement. Et c'est pour ça que moi je pense que la saison prochaine il va faire beaucoup de G-League. On va lui confier les clés de l'équipe en espérant qu'il puisse avoir voilà, prendre son rythme, jouer un bon 30 minutes par match, bien s'inscrire dans un système offensif et qu'on puisse faire appel à lui s'il y a besoin. Mais pour moi il faut juste du temps, tu vois. Mais le potentiel est intéressant. Ouais, vraiment. Mais c'est pour moi, c'est comme ça peut faire comme un Lonnie. Ne faisons pas 15 minutes non plus sur Blake Wesley. Je l'adore. Bah, je sais, Jules, je mais peux dire si aussi tu veux, on qui fera j'aime bien. un épisode spécial sur Blake Wesley. Moi, j'aime bien Dominique Barlow aussi. Alors, bah, ça, tu le dis depuis 4 ans. Moi, j'aimais beaucoup avant sa draft, déjà. Bah ouais. J'en avais parlé dans le podcast l'année dernière après la draft et tout, où j'étais assez content de ce choix. Et pareil, à l'intérieur, je trouve qu'il a vraiment du potentiel. Des fois, tu sais pas trop comment le placer, tu sais, son potentiel. Je sais pas comment dire, mais tu sais pas à quel point il peut monter haut, je trouve. Mais ça fait ça avec les jeunes intérieurs comme ça, où tu sais, des fois, il y a des moments où il va faire n'importe quoi pendant 5 minutes, puis il va se faire sortir. Et puis il y a des fois où t'as des flashs où tu dis putain, le mec il a ça en lui, et faut lui laisser pareil. Je pense que Barlow Wesley l'année prochaine en G-League, attention. Hein. Si on garde Barlow, parce qu'il était en two-way, il me semble, ou en contrat. Il est en two-way, Barlow. Faudra lui laisser du temps si on le re-signe. Mais j'aimerais bien qu'on le re-signe en tout cas, qu'on réessaye et qu'on l'envoie en G-League avec Wesley, parce que je pense vraiment, moi je sais pas, j'adore. Je sais pas comment le décrire. C'est dans le jeu, je sais pas, je trouve qu'il a quelque chose défensivement, offensivement, il y a quelque chose. Il y a un côté aussi un peu comme Wesley, très brut, parce qu'en fait, de mémoire, il a commencé le basket très très tard, genre je pense de mémoire c'est 16 ans ou un truc comme ça. Et donc comme disait Pop en conférence de presse, alors il y a le délire autour, on a ça avec l'OTM du marchand de fruits, parce qu'en gros c'est Pop en conférence de presse, il dit le premier jour que je l'ai vu, je me suis dit mais quel est ce gars qui m'ont mis dans les pattes, ils sont allés le chercher au marché, c'est un marchand de fruits, c'est pas possible. En fait il a tellement de choses à apprendre sur un terrain de basket, et du coup ce qu'on voit actuellement là pour sa première année, c'est uniquement de l'instinct, et ses instincts surtout défensifs, parce que il est pas très grand, hein. Il est listé à 6'9", donc pour un pivot, c'est un peu petit, mais il a une immense envergure, il a des très très bons instincts, donc franchement ça peut aussi être du très très lourd si on lui laisse le temps, comme tu disais en G-League avec Wesley, mais aussi très intrigué. Ouais, 19-20 ans aussi, très jeune, donc et potentiellement. Puis, important aussi de le préciser, il n'était l'année dernière, avant d'être en NBA, il était en Overtime Elite, et l'Overtime Elite, on n'a pas trop,
c'est pas hyper fiable en termes de développement de prospect. Donc, tu vois, il y a peut-être des trucs qu'on sait même pas sur lui encore. Tu vois, en termes de jeu, je pense que peut-être, tu vois, il pourrait à terme s'écarter un peu du panier, je sais pas. Peut-être un peu présomptueux, mais il a 72 au lancer, tu vois, c'est pas déconnant. Ouais. Messieurs, on pourra parler du développement de nos jeunes plus longuement dans un prochain podcast, peut-être avec les copains d'envergure qu'on retrouvera autour de la draft, peut-être après la draft. Mais alors, qu'est-ce qu'on fait ? Parce que c'est ça le sujet de notre podcast. Là, on voulait faire un petit bilan de la saison passée, mais qu'est-ce qu'on fait maintenant qu'on a le premier choix ? Comment on entoure notre prochain joueur, notre prochain joueur star ? On sait pas qui encore, hein ? On sait pas. Louis, tu veux nous mettre en garde sur un syndrome que t'appelles le syndrome Dallas. Qu'est-ce que c'est ? Bah écoutez, je vais vous expliquer un petit peu le syndrome Dallas. Alors, bon, pour commencer, je pense qu'il y a un disclaimer. Hein. C'est un nom un peu ronflant, mais j'ai rien inventé. J'observais juste ça, en fait, en me baladant sur le Twitter NBA qui faisait un peu le procès des Mavs, qui aborde quand même une intersaison assez critique pour eux. Alors, comment est-ce qu'ils en sont arrivés là ? Alors, quand on regarde un peu les livres d'histoire, on peut voir que les Mavs donc, pointaient à une bien triste 14e place de l'Ouest, donc à la fin de la saison 2017-2018. Ils récupèrent le 5e pick, et avec, ils récupèrent un jeune joueur européen qu'on décrit comme un talent générationnel. Donc, toute ressemblance avec la draft de cette année est évidemment fortuite. Et donc, qu'est-ce qu'ils font avec ce talent ? Alors, première année, ils terminent 14e de la conférence Ouest, avec le fantôme de Dirk, un DeAndre Jordan sur le déclin. Mais surtout, on voit sur la fin de saison, ils jouaient plus grand-chose, des petits jeunes, Jalen Brunson, Dorian Finney-Smith qui font leur apparition dans la rotation, et puis donc Luka qui décroche son titre de Rookie of the Year, voilà, bravo à lui. On parle de Luka Doncic, non ? Voilà, exactement, pour ceux qui n'auraient pas compris, on parlait effectivement de Luka Doncic. Donc année 2, les Mavs de Luka font le pari Kristaps Porzingis avec le succès qu'on connaît, mais ils terminent tout de même 7ème et se font sortir avec les honneurs par les Clippers 4-2 au premier tour, avec des Brunson et des Finney-Smith qui font maintenant bien partie de la rotation. Année 3, le pari de Josh Richardson est tenté pour soulager Luka à la création. Comme Porzingis, c'est pas tout rose, mais ça permet d'accrocher une 5ème place. Encore du progrès, mais encore une défaite au premier tour contre les Clippers de la bulle, sans un Kristaps abonné à l'infirmerie. Année 4, on arrête l'expérience Kristaps pour récupérer Bertans, qu'on connaît bien chez nous, et un Dinwiddie en paire de vitesse, et là tout de suite, ça clique en attaque comme en défense. Brunson se révèle enfin comme le fameux deuxième porteur de balle que cherchait Luka depuis longtemps, Dinwiddie est bon en sortie de banc et se permet même de planter un ou deux game winners, Finney-Smith est impérial en défense, et comme par hasard, les Mavs finissent 4ème de conférence, et ils tomberont face à des Warriors, champions cette année-là. On arrive à cette année, que vous avez peut-être plus en tête, les Mavs laissent partir leur pépite du centre de formation de Jalen Brunson contre Peanuts, Dinwiddie perd un peu de son mojo dans le 5 de départ, et on se retrouve avec un front office obligé de faire un all-in pour récupérer donc l'énigmatique Kyrie Irving. Là encore, le pari est raté, et c'est un fiasco pour les Mavs qui ratent les playoffs pour la première fois depuis l'année 2 de Luka. Kyrie risque peut-être de partir, et le seul rayon de soleil de leur saison, c'est l'éclosion de Josh Green qui était une fois de plus chez eux depuis le début. Tout ça pour dire quoi ? Alors attention à ne pas vendre en fait tous les bijoux de famille trop rapidement, juste parce qu'on a Wemby. Je vous vois ceux sur Twitter qui réclament du Jaylen Brown, du Middleton ou ne sais-je pour rendre l'équipe compétitive tout de suite. Mais par pitié, si tu m'entends Brian Wright, laisse le temps à cette équipe de se trouver sans vouloir tout de suite tout changer juste pour montrer à Wemby que t'es actif, au risque de se retrouver dans la situation inconfortable des Mavs actuellement. Regarde plutôt ce qu'est en train de faire Denver, actuellement en finale NBA, et tu tiens peut-être là ton plan de route pour le futur des Silvers and Black. Voilà, donc c'était ma petite chronique sur le syndrome Dallas. Alors du coup, j'aimerais bien aussi avoir votre avis. Qu'est-ce qu'on fait pour la suite ? Est-ce qu'on tente un petit peu directement de jouer un peu les poils à gratter, ou est-ce qu'on laisse plus tranquillement l'équipe se développer naturellement ? Moi, vous avez compris dans ma chronique, je suis plutôt pour la deuxième idée, mais écoutez, j'aimerais bien avoir votre avis. Alors, moi je suis d'accord avec toi. Déjà, bravo, elle était trop cool ta Oui, chronique. bravo. Déjà. Merci. Et moi je suis d'accord avec le fait qu'il faut prendre son temps. Parce que, alors, on va faire un petit disclaimer pour ceux qui nous écoutent. Wembanyama va arriver en NBA. Ne vous imaginez pas qu'il va être en 20-12 avec 3 comptes par match. Déjà, qu'on soit d'accord, ça n'arrivera pas. Ou alors, si ça arrive, on est très chanceux. Mais a priori, ça n'arrivera pas. Il y a un monde où ça existe. Il y a un monde où ça existe. Je pense aussi. Mais
attention à ne pas vous overhype sur l'année 1 de Wembanyama, qui, à mon avis, et c'est souvent le cas des intérieurs qui arrivent en NBA, c'est compliqué d'arriver à 19 ans en NBA et de faire un double-double point-rebond, plus des beaux contres et tout. Ça arrive très rarement pour des jeunes de cet âge-là. Et ça arrivait pour Tim Duncan, par exemple, au hasard. Oui, mais il avait 23 ans. Il avait un peu plus d'expérience. Il n'avait pas 19 ans. Il avait fait 4 ans de fac, non, je crois. Oui, c'est le disclaimer que je veux faire parce que les gens, je vois des trucs, des gens s'imaginaient des 25-12 en première année comme si c'était David Robinson. Physiquement, les amis, il va y avoir du chemin. Même si il est solide physiquement, il n'est pas... on voit là, actuellement, c'est les playoffs de LNB, Click Elite. BetClick Elite, pardon, je cherchais la honte de ce sponsor. C'est bientôt fini, Jules, t'inquiète pas. Donc c'est voilà, on le voit actuellement, il se fait bouger au contact par d'autres intérieurs et tout. En NBA, quand il va se manger des intérieurs bien costauds, bien dominants, ça va lui faire tout drôle, je pense. Donc déjà, premier disclaimer, ne vous attendez pas forcément à ce qu'il soit monumental en année 1, et c'est pas forcément ce qu'on va lui demander. Ensuite, ne vous attendez pas à ce qu'il joue pivot. À mon avis, il jouera poste 4, notamment défensivement, pour des raisons de poids, comme je viens de préciser à l'instant, mais du coup, ça va être plus facile pour lui de défendre, d'être en poste 4 un peu flottant qui peut venir en aide, que de se manger des Joel Embiid au poste, au hasard. On va commencer par ce débat-là, Jules. Ouais. En fait, ça nous a beaucoup été demandé sur Twitter. Ouais. Quelle sera l'année 1 de Wemby? Donc t'as déjà un peu donné ton point moi de j'ai vue. donné mon point de vue. Après, si je peux, pour moi, je dis bien, il ne sera pas rookie de l'année. Pour moi, il ne sera pas rookie de l'année. Ok. Pour moi, ça va être un développement sur en année 1, il sera, je pense, titulaire. Et je pense avec des stats plutôt bonnes et des plutôt bons matchs, etc. Mais je pense pas que, tu vois, je pense un Scoot Anderson, par exemple. Bon, ça dépend où il atterrit. Si c'est à Charlotte, on verra, mais il pourrait avoir beaucoup plus d'opportunités de scorer et de passer et tout, et d'avoir des stats peut-être plus ronflantes que Wembanyama, je pense. Et je dis Scoot Anderson, mais il y a beaucoup de joueurs que je ne connais pas qui sont peut-être beaucoup plus prêts pour la NBA et qui du coup vont faire des stats plus solides en année 1 et une saison plus solide en fait. Donc pour moi, il sera pas rookie de l'année, même s'il sera sûrement podium, hein, quand même. Mais voilà. Ok. C'est ma petite take et ouais, hot take, hein. Et ouais, elle est chaude, ma take, mais elle est très très chaude. Mais regardez comme elle est chaude, ma take. Mais ouais, parce qu'en vrai, c'est compliqué d'arriver comme intérieur comme ça en NBA, surtout avec un physique aussi atypique. Ok, Louis. Eh ben écoutez, moi je suis quand même un peu plus optimiste. Pour moi, il peut avoir quand même le rookie de l'année parce que je pense qu'il va stater. Je pense qu'il a le jeu pour. Je pense qu'on l'a même vu, alors évidemment ça restait 2 matchs, etc. Mais quand il est venu faire son double match d'exhibition contre la G-League Ignite de Scoot Anderson, on a vu directement stater dans les 30 points, une dizaine de rebonds, 4-5 contres, etc. Parce que on le voit déjà actuellement en BetClick Elite, qui est quand même un championnat plus physique, plus refermé, etc. Il arrivait quand même à faire du 20-10. Donc je pense qu'on peut attendre ça au minimum de lui en NBA. Donc je pense qu'effectivement. Oui, parce que Duncan à l'époque a fait 4 ans de fac, mais Victor a fait 4 ans de Pascal Donadieu, a fait une année de Vincent Collet, et là il est en train il est en train de mener avec Vincent Collet et avec le collectif de Boulogne jusqu'en finale contre Monaco, où je pense qu'ils vont se faire éliminer, peut-être pas, mais moi je pense que Monaco sera champion. Mais voilà, Wembanyama là joue beaucoup. Et il y a des matchs où il stat, mais il y en a aussi où il décide, tu vois, où il laisse le jeu venir et où il décide de moins scorer. Donc c'est pour ça que Jules, je pense que tu marques un point aussi sur ça, c'est qu'il y a plein de matchs où il décide de plus être dans le jeu collectif et de mettre son scoring de côté, quoi. Oui, et puis je dis pas que c'est impossible qu'il fasse 20-10, hein, mais je pense qu'il le fera pas. Toi, c'est plus ça, c'est plus ça que je dis, mais
Vas-y Louis, pardon, je Alors, t'avais coupé. Pour aller du coup dans ton sens, Jules, c'est vrai que pour moi la chose qui ferait qu'il ne pourrait ne pas avoir le rookie de l'année, ça va être en fait au niveau des matchs joués. Moi, c'est vrai que j'ai toujours eu une petite crainte au niveau physique. Bien sûr. Alors, je me suis rassuré en regardant plein de choses, et notamment très récemment, pour ceux qui veulent aller voir et qui comprennent un peu l'anglais, il y a une très longue interview faite par ESPN de Guillaume Malquier, qui est son préparateur physique personnel, qui raconte comment Wemby, en fait, 1 heure et demie avant les matchs, vient se préparer, comment il met en route son très grand corps de 2 mètres, plus de 2 mètres 20 et son envergure monstrueuse. Voilà, ça prend vraiment du temps à se mettre en place. Donc, de ce que je comprends, il fait vraiment tout ce qu'il faut pour être prêt physiquement. Maintenant, entre un match joué par semaine du côté de Levallois et parfois 2, 3, peut-être 4 matchs dans une semaine, pour moi, il va pas tous les jouer. Je pense qu'il va y avoir une mise en route progressive qui va être mise en place par le staff des Spurs pour pas qu'il soit directement jeté dans le grand bain. Parce que je pense aussi quelque chose peut-être qu'on sous-estime un petit peu, c'est que va y avoir beaucoup de monde qui va vouloir un petit peu entre guillemets lui faire la peau, quoi, parce qu'on en parle tellement, on dit ce joueur est incroyable, ce joueur ci, ce joueur ça. Il y en a beaucoup qui vont arriver en débarquant à San Antonio, qui vont vouloir voir en fait qu'est-ce qu'il vaut ce jeune dont on fait toute une montagne, et donc du coup ils vont vouloir un petit peu lui rentrer dedans. Donc je pense qu'il va falloir y aller mollo avec lui, et puis que ça va se mettre en place tout tranquillement, quoi. Après, il n'est pas impossible qu'il nous fasse une saison de zinzin. Hein. Ah, c'est possible aussi. Vraiment, je l'exclus vu le pas talent, avec lui. Exactement. Vu le talent du joueur, c'est possible. Mais c'est le disclaimer. C'est pour ça que je faisais un petit disclaimer, c'est que je vois trop de gens qui pensent qu'ils vont le faire, alors qu'il y a plus de chances qu'ils ne fassent pas qu'ils fassent une bonne saison bien solide et tout, mais sans être monstrueux, qu'une saison monstrueuse, quoi. Comment on joue avec Wembanyama la saison prochaine si on draft Victor Wembanyama, bien sûr. Une question de In and Out NBA. Wemby va probablement commencer au poste 4. C'est pas vraiment une question, c'est une affirmation. Après, il parlait de l'impact sur le développement de Sohan. Mais en attendant, est-ce que Wembanyama va commencer au poste 4 ? Alors, je pense que c'est là la partie la plus tricky de cette situation. Si on prend le roster actuellement, le 5 que tout le monde a partagé, que tout le monde a envie de voir, c'est Trey Jones, Vassell, Keldon, Sohan, Wembanyama. Moyenne d'âge 11 ans. Voilà, à mon avis non. Je vous le dis direct. Mais je pense que s'il y en a un qui lâche son poste de titulaire, c'est Keldon. Ok. Parce que je pense que justement dans ce rôle où on disait quand il a... Ou alors c'est Vassell, mais je pense que c'est pas Sohan. Parce que je pense que... Moi je vois tellement Vassell fonctionner avec Wembanyama que pour moi ça sera pas Devin Vassell. Ouais, je pense aussi. C'est pour ça que je disais Keldon. Je pense que c'est pas Sohan. Bon, évidemment ce sera Sohan et vous pourrez évidemment me le remettre dans la gueule d'ici quelques mois. Mais je pense que c'est pas Sohan. Pourquoi ? C'est parce que la paire défensive Wembanyama-Sohan, quand tu l'imagines un terme en NBA, tu te dis qu'il faut qu'il développe un duo, une complicité sur le terrain. Je pense que ce serait trop dommage de pas mettre Sohan titulaire. Après, le problème, c'est que du coup, t'as Sohan en 3 et ton spacing, il est immonde. Donc moi, mais vu que t'as Wembanyama, il shoot, ça compense, tu vois. Donc pour moi, Devin Vassell, selon moi. Ouais. Oui. Non, mais tu vois, parce que Trey Jones, Sohan et éventuellement, selon le pivot qu'on y met... Parce que pour moi, on est obligé d'avoir Wembanyama en 4 et du coup, Sohan, c'est son poste naturel. Mais Sohan peut très bien défendre les postes 3. Je sens que ça chatouille Louis. Tu parlais d'un pivot qui pourrait shooter. Je sens que ça le chatouille. Oui. Louis, calme-toi. C'est le sujet suivant. C'est pas encore. Très bien. Non, on y arrivera. Tu vois que je fais attention de ne pas le dire, ce nom. Oui. Mais pour moi, il va falloir un intérieur solide à côté de Wembanyama. Mm-hmm. Et mettre Keldon ou Sohan du coup en sortie de banc. Dans les deux cas, moi je vois plus Keldon pour avoir un espèce de gars qui emmène beaucoup d'énergie et du scoring en sortie de banc, et je pense que c'est ce qu'il va nous falloir plus que de la défense en sortie de banc. Pour moi, c'est aussi ma raison pour laquelle je mettrais Keldon en sortie de banc plutôt que Sohan, et parce que j'ai envie aussi de voir un duo Sohan-Wembanyama sur le terrain, quoi. Après, moi, s'il fallait sortir quelqu'un de cette line-up rêvée, déjà, moi, je pense pas qu'on est obligé de le faire, mais s'il fallait le faire, moi, je pense qu'on sortirait plutôt
Sohan, parce que je trouve qu'il pourrait avoir ce côté où avec un meneur qui pourrait très bien être Trey Jones ou quelqu'un d'autre en fonction des ajustements qu'on fait, qui pourrait en fait vraiment gérer une seconde unit avec un petit peu de ball handling, un petit peu tout ça, qui pourrait un peu tenir la baraque quand les titulaires se reposent, avec comme il fait un peu tout bien, ça pourrait être intéressant. Mais c'est vrai qu'il y a cette question, est-ce qu'il faudrait pas mettre un enforcer, comme disent nos amis américains, un espèce de gros pivot qui tabasse un petit peu, qui est là pour se fader les Jokic et autres Embiid au poste, et laisser Wemby en 4. Alors après, moi, effectivement, je suis aussi très partisan de laisser Wembanyama en 4. D'ailleurs, lui-même le dit, c'est son poste, il préfère jouer 4. Il déteste qu'on le fasse jouer en pivot traditionnel, juste tu poses ton écran et tu vas rouler vers le cercle. Mais c'est vrai qu'il offre aussi des possibilités intéressantes. Donc pour moi, pour revenir du coup au 5 de départ, pour moi, à part justement les très gros pivots, très dominants poste bas, donc on a parlé de Embiid, Jokic, on peut peut-être parler d'un Valanciunas, mais voilà, en soi, il n'y a pas beaucoup non plus de menaces poste bas aujourd'hui. Donc pour moi, Sohan, il peut les tenir, je pense, physiquement. À voir après, on peut tester, puis s'il n'y arrive pas, on bricole. Mais pour moi, ce 5-là peut tenir la route. Et les deux sont effectivement assez interchangeables. Et comme tu l'as très bien dit, moi je trouve qu'il serait excellent en 4 un petit peu flottant. Et d'ailleurs, on le voit que c'est ce que fait très bien un Giannis, mais aussi un Jaren Jackson Jr. Ils sont très rarement sur les gros menaces intérieures. Et ils flottent un peu dans la raquette comme ça pour venir de derrière, hop, caler un petit contre venu de nulle part. Et je pense que c'est comme ça qu'il sera excellent, quoi. Oui, après tu peux le mettre poste 5 sur quand t'annonces le 5 majeur, mais après tu le fais pas jouer en poste 5 voilà, exactement, en traditionnel. En fait, histoire de dire. Pour moi, tu peux garder le 5 majeur de bébé là, comme on a dit. Sauf que c'est peut-être là où la question va se poser, c'est le 5 qui finit les matchs. Et c'est là, je pense que si selon tes besoins, il va falloir peut-être que foutre un gros pivot, quoi. Parce que on parle de Wembanyama, du physique, etc. Mais il y a aussi une question du nombre de fautes qu'il va faire. S'il joue 5 et qu'il se fait un peu bouger et tout, il va faire beaucoup plus de fautes. Et du coup, ça va gêner dans les rotations et tout. C'est pour ça aussi qu'on parle de le faire jouer 4. C'est que au-delà de, oui, effectivement, il va se faire bouger par des gros corps à la Embiid. Mais surtout... il y a plus de chances qu'il fasse beaucoup de fautes en 5 et du coup que tu sois obligé de le sortir tôt dans le match et perdre le momentum et tout ça. Et en fait, c'est aussi pour ça que je pense qu'en 4, il sera mieux. Mais du coup, on peut peut-être parler des opportunités, je sais pas si quelqu'un a quelque chose à rajouter dessus. Mais... En fait, je voudrais rajouter mon avis personnellement. Oui. En fait, Victor, depuis qu'il joue en Betclic Elite, il est toujours utilisé poste 5. Et là, on voit dans la série contre Lasvel, il a joué contre Youssouf Afal, qui est pas n'importe qui, il fait la même taille que lui. Et il était au contact tout le match, il était en bugne à bugne avec lui. Et il s'en est assez bien sorti. Alors je dis pas que Youssouf Afal est Joel Embiid, mais Victor défendait contre lui. Et donc en fait, l'association Wembanyama-Sohan, je pense que ça pourrait fonctionner parce que Sohan, je le compare un peu avec Bilal Coulibaly. Oh là, ok. Attention. Dans ce profil, tu sais, où il sait excellemment bien défendre. Après, Bilal, il défend plus sur les extérieurs. Ouais, c'est ça, voilà. Tu vois, Sohan est plus costaud, il est plus à l'intérieur dans sa défense, mais tu vois, je trouve qu'il y a une sorte de ressemblance dans la taille, dans la façon d'attaquer. Et donc offensivement, l'association Wembanyama Wembanyama Coulibaly fonctionnait plutôt pas mal. Non, et puis ce qui est intéressant avec cette association, du coup, si on a nos 4-5 Sohan ou Wembanyama, c'est en fait tout le monde peut porter la balle dans le 5, et ça c'est quand même assez incroyable. Limite le moins bon manière de ballon, c'est Keldon dans l'histoire. C'est Keldon. Donc ça offre un nombre de possibilités offensives absolument dingue, quoi. Donc c'est vrai. Et après, il n'est pas aussi impossible d'avoir une sorte de grosse défense collective, parce que c'est quand même que des joueurs qui sont très intelligents. On en a pas parlé, mais c'est quand même il n'y a pas beaucoup de débilos dans cette équipe, quoi. Ouais. Salut Zach Collins. Donc tu peux... j'adore Zach Collins. Mais... c'est un peu une tête de con quand même, mais... Ah oui, c'est une grosse tête de con, mais je l'adore. Je comprends. Et toi-même, Jules... Comment ? Hein, quoi ? Yes. Je disais, le potentiel aussi de créer une... défense d'équipe très solide qui peut permettre à Wembanyama de pas souffrir face à des gros pivots.
c'est possible. Et on l'a déjà vu dans l'histoire de la NBA et tout ça. Mm-mm. Puis quand tu vois par exemple, je sais pas, les Nuggets, Jokic, c'est pas le meilleur défenseur au poste, mais ils ont Mais ça va, ouais. ils ont un jeu collectif et un collectif très solide et du coup ça permet à Jokic de pas souffrir trop en défense Et d'être en finale NBA. et d'être en finale NBA. Bon après, je souhaite à Wembanyama d'être aussi fort offensivement que Jokic, hein, voilà. Mais il est il sera meilleur défensivement, je pense. Ouais, Mais- c'est à la passe, peut-être qu'il va falloir un petit peu bosser, mais Ouais, voilà, là, il va falloir bosser la passe. Mais oui, on y croit, bien sûr. Moi, j'y crois à fond. Mais du coup, ce que je voulais dire, c'est que c'est pas impossible que à terme dans la saison, peut-être pas en tout début de saison, mais que sur la fin de saison, on garde ce 5-là et qu'en fait, on ait une défense assez solide collectivement pour qu'on ne souffre pas sur les gros pivots. C'est plus ça que je voulais apporter pour finir. Et puis comme on voit aussi dans les défenses, tu vois, on peut imaginer quelque chose qu'avaient très bien fait les Sixers pour gêner un Jokic. T'envoies PJ Tucker qui est là pour un petit peu le gêner, donc on peut imaginer un Sohan dans ce rôle-là, même s'il est bien plus petit. Et puis t'avais Embiid qui était là derrière, et puis les Lakers aussi l'ont un peu fait avec Hachimura, etc. Bon, aujourd'hui ils sont éliminés, Oui. mais voilà, c'est aussi des options qui peuvent s'explorer. Donc Oui. moi, ce 5 de départ bébé, comme vous l'appelez, moi je reste assez fan de son 5 de départ. Voilà, je cède à la hype. Bah, moi, j'aime beaucoup aussi, hein. Honnêtement, mais le problème, c'est que ça va manquer d'expérience. Et c'est là que je disais, par rapport aux 5 qui finit les matchs, c'est que peut-être en fin de match, tu auras besoin d'un daron pour poser le jeu, quoi. Même si Trey Jones est un très bon meneur pour ça. Mais on va peut-être parler de potentiel free agency. Absolument, Jules, j'y viens. Je te Est-ce fais que le but- Quelle une passe passe décisive, D incroyable. à la Trey Jones. Ouais. Oh, la plat du pied, sécurité, je réceptionne avec un contrôle plat du pied aussi. N'importe Et tu quoi. nous mets ce gros pointu dans la lucarne. Et, Ah ouais, le pointard là. Zbou. le pointard de Roberto Carlos. Et on n'en parle plus. Bah oui. Alors l'étape suivante. L'étape suivante, c'est le 22 juin, c'est la draft NBA. Oui. Plusieurs questions nous ont été posées. Est-ce qu'on essaye de trade up? Slurm McKenzie nous a posé la question, Baldwin nous a posé la question, Matt Beck nous a posé la question. Est-ce qu'on essaye de trade up? Et B. C'est-à-dire de se débarrasser de joueurs et de pics ou de pics seulement, de joueurs seulement? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on essaye d'avoir un deuxième choix de draft? En plus, parce qu'on a des deux second tours cette année, me semble-t-il. Est-ce Oui. qu'on essaye On a le de temps trade up prendre. pour avoir un autre joueur à prendre à la draft de cette saison? Oui. Bah vas-y, comment Non, en vrai, Oui. moi je pense que oui, parce que je trouve que cette draft a la particularité d'avoir beaucoup de très bons meneurs de jeu. Et ça tombe bien, c'est un poste où on manque un petit peu de profondeur et il y a plusieurs options. Alors je sais pas si vous voulez qu'on détaille tout ça, mais pour moi il y a plusieurs profils qui peuvent être intéressants, qu'on peut essayer d'aller chercher. Après à voir ce qu'on lâche, c'est un petit peu encore une fois ce que je disais dans ma chronique, on va peut-être pas non plus vendre les bijoux de famille, Ouais. mais s'il y a un profil intéressant qui chute, comme chaque année on voit des profils qui chutent à la draft, peut-être qu'il y a un petit coup à flairer. Et d'ailleurs, c'est des rumeurs hein, qu'on a vu dans la presse sortir, hein, que les Spurs essayent de monter des trades pour avoir un deuxième pick en loterie. Maintenant, est-ce qu'ils vont le faire? On verra bien le 22 juin. Moi, je pense que c'est pas une mauvaise idée de trade up. Moi, je verrais bien un trade up soit pour un gros shooter à 3 points. Parce qu'on n'a pas on a Doug McDermott, mais je veux dire, on n'a pas de spécialiste à 3 points, à part Doug, mais c'est pas un jeune. Et Ça, on tu est veux le quand prendre même à la dans un- draft? Tu veux le prendre à la draft et pas à la free agency, ça? Un shooter? Bah justement, essayer de voir avec un potentiel jeune, tu vois. Un jeune à Mhm. potentiel qui a du shoot et peut-être un Suendi, tu vois, un profil comme ça de shooter. Alors je ne connais pas bien la classe de draft de cette année, mais peut-être si en loterie il doit y avoir bien un Suendi qui a un gros shoot, un bon poignet et qui peut régaler, tu vois. Ouais, il y en a quelques-uns. Alors, 3D, il y a un excellent tireur à 3 points qui s'appelle Grady Dick, alors qui est pas très bon en défense, justement, qui me rappelle beaucoup McDermott. Donc pour moi, si on le prend, ce serait un peu avoir quelqu'un en doublon. Et pour moi, les 3D de cette draft, ils sont plutôt poste 3-4, des postes où on a un petit peu de monde. Et en meneur des gros shooters à 3,
il y en a un ou deux, mais le problème c'est que c'est au niveau défensif que ça se suit pas vraiment, donc et ouais, c'est vraiment plus poste 2-3. Pour moi, les bons shooters à 3 points de cette draft sont sur des postes où on est déjà bien fournis, donc en meneur, comme ça, là, j'ai pas forcément de meneur. Peut-être Keyonte George. Allez voir, vous pourrez me corriger parce que, petit disclaimer, je suis un draftix comme beaucoup de monde. Je m'intéresse à la draft un mois avant, je me bouffe des mocks, des scouting reports, tout ça, mais je ne fais pas comme certains à regarder les matchs toute l'année. Pour ça, allez voir le George travail d'envergure, on ne le citera jamais assez. Mais exactement, des vrais spécialistes. Ils sont fabuleux, envergure.co. Allez cliquer là-dessus. Fort. On les embrasse, ils n'ont pas pu venir ce soir, mais le prochain podcast, a priori. Oh, ouais. Restez attentifs. Stay tuned. Activez la cloche. Et sinon, du coup, moi j'avais soit un profil de 3&D en tête, soit effectivement un porteur de balle, en sachant mais tu vois, genre, moi j'étais plus au niveau des porteurs de balle sur un free agent. Donc c'est pour ça que je parlais plutôt d'un shooter. Ouais. Et je m'étais dit dans les free agents, après c'est pas des noms de fou, tu vois, c'est pas des, mais je sais pas moi, un petit Dragic, bon il est vieux, mais pour daronner tout ça, ça peut être cool. Fred VanVleet, Dragic qui a été un temps chez nous, on le rappelle. Alors, on l'a libéré, mais qui n'a pas porté notre maillot, mais officiellement, il a bien été un Spur. On n'en a pas voulu. Oui. Après, j'avais Dennis Schroeder, c'est plus jeune, c'est peut-être moins stable mentalement, mais tu vois, dans cette idée d'avoir un meneur sorti de banc ou titulaire en fonction. Parmi les meneurs, je me permets juste de faire une petite liste. Parmi les meneurs qui sont potentiellement free agents, il y en a qui ont des options, des player options. Donc c'est eux qui décident s'ils restent dans leur équipe ou pas. Il y a un certain James Harden, Jordan Clarkson, Gary Trent Jr. qui sont pas forcément des meneurs gestionnaires, n'est-ce pas? Voilà. Sinon, nous avons du Caris LeVert qui est un scoreur, du Josh Richardson qu'on connaît un petit peu, du Will Barton, Seth Curry, tout ça c'est des shooters, Lonnie Walker. Seth Curry j'aime bien moi. Ouais. Mais c'est plus un 2, mais ouais, Seth Curry j'aime donc bien. en termes de free agent, en meneur, il y a pas non plus. C'est pour ça que je disais Schroeder, parce que Schroeder c'est un des seuls noms qu'on peut se permettre d'avoir, parce que bon, Irving, Russell, ça nous intéresse pas trop. Westbrook non plus, enfin pas dans notre timeline. Oui, puis ça va demander beaucoup, non. Puis ça va demander trop d'argent. Il y a pas de Beverley, mais c'est pareil, c'est pas un gestionnaire, mais par contre, ça peut être marrant. Potentiellement, pas de Beverley, ça peut faire un ça taf peut être marrant, aussi, je pense. On voit ce qu'il a fait à Minnesota, il leur a fait passer un cap mentalement, en playoff et tout, etc. Moi, pas de Bev, s'il reste un peu calme et qu'il balance pas des dingueries sur son podcast. C'est impossible, ça, mec. Voilà. Non, mais voilà, moi perso, pas de Bev, Schroeder, et Reggie Jackson, j'avais pas vu, pourquoi pas. Tu vois, c'est pas inintéressant en meneur, et je pense que après on manque de meneurs à potentiel, ça je te l'accorde, et si on peut trade up pour avoir un meneur intéressant dans la loterie, allons-y à fond. Hein. Parce que pour moi, en fait, les meneurs que tu cites, ils ont des potentiels en fait de meneurs scoreurs, mais je les vois pas apporter forcément une plus-value au collectif. Tu vois, j'imagine à Dennis Schroeder, on le voit ce qu'il fait avec les Lakers, c'est il arrive, il prend ses petits shoots, il fait ses drives au panier, etc. Mais c'est pas tant un playmaker. Alors que, suivez mon regard, un playmaker qui a fait passer un cap à une équipe jeune il y a quelques années, du côté de l'Oklahoma, un Chris Paul, est-ce que ça vous intéresserait? Si oui, est-ce que vous êtes prêt? Lui, il faudrait trade. Du coup, qu'est-ce que vous êtes prêt à lâcher? Des pics de draft, un jeune, ou rien de tout ça? Qu'est-ce que ça vous tente ou pas? Moi, je trouve ça vraiment pas mal. C'est pas mal. Si on arrive à pas trop lâcher, parce qu'un joueur comme ça, tu vois souvent un joueur, vieux, oui, il est vieux, mais c'est Chris Paul, tu vois. Et il faut lâcher des choses, quoi, pour avoir Chris Paul. Alors, je sais pas si ça vaut le coup de prendre Chris Paul tout de suite, mais c'est vrai que, tu sais, en formateur, parce qu'on a aussi besoin de mecs d'expérience, et Chris Paul, il sait faire ça, former des jeunes. Alors. Il l'a fait à Oklahoma City, comme tu dis. On aurait un truc à lâcher, tu peux lâcher Devonte Graham. Tu vois, pour avoir déjà un parce truc que tu te mets sur le même poste. Ouais, parce que t'es à la place des Suns. Qu'est-ce qu'on peut avoir qui va intéresser les Suns, qui sont quand même dans l'optique du win now, avec vraiment Keldon. cœur. Keldon, hein.
Bah, Est-ce moi, qu'il a je pense vraiment que l'expérience du haut niveau? Est-ce que vraiment ça les intéresse, surtout à ce poste-là? Bah, je sais pas, en rotation, en poste 3 à côté de KD, entre KD et Booker. C'est quoi le contrat de Chris Paul? Chris Oh Paul, là. c'est un big contrat. Hein, je Ouais, crois. c'est genre ça va taper dans les 30-40 millions. On a beaucoup de cap space, mais- la saison. McDermott. Attends, Il y a en fait, encore- on a ri- Il a pas encore 2 grand-chose qui saisons. peut les intéresser. Bah, c'est le problème. Ah, c'est ça. On n'a pas grand-chose. On a McDermott, Graham et Keldon ou Vassell. C'est les. Peut-être En fait, Peut-être Collins, ça peut les intéresser, tu vois, je sais pas. Ouais. Moi, je pense que ils vont Comme nous dire, Ayton va peut-être partir du côté des Mavs. En tout cas, c'est ce qui se dit. Voilà, au moment où on enregistre ce podcast, on ne sait pas si c'est encore Des fait, rumeurs, mais voilà, des rumeurs. Mais éventuellement, s'ils sont un peu déplumés à l'intérieur, peut-être qu'on a un peu plus de Bah, choses. à nos leur monnaies proposer d'échange, on avec, les a laissé partir Collins, la qui saison fait une passée bonne parce saison. que si Ayton s'en va, ils auraient pu récupérer Paul Tull, ça aurait pu les intéresser, mais on ne l'a plus. Tu vois, parce que Zach Collins, tu sais, tu Ouais. passes de Ayton à Zach Collins, alors je sais qu'Ayton n'a pas fait l'unanimité, mais enfin, bon. Oui, c'est un Oui. downgrade assez solide. Hein. Voilà. Mais ouais, je pense qu'on n'a pas assez pour les intéresser, même s'il est vieux et que peut-être, hein, ça se trouve, Graham plus Keldon Parce que c'est un gros contrat. Si on plus leur McDermott, ça Voilà. leur plaira. Hein, tu vois. Mm. Mais il va falloir lâcher au moins ces trois-là. Est-ce que ça plus vaut le un coup tour ou deux de Est-ce que draft. ça vaut le coup Je suis pas sûr. Moi, je suis pas sûr. Pour moi, ça vaut plus le coup d'avoir un Pat Beverley pas trop cher à la FA, quitte à lui mettre plus d'argent que ce que les autres teams pourraient lui proposer pour qu'il vienne, parce qu'on a du cap et on peut lui lâcher un 10 millions sur l'année pour un an, tu vois, et il vient. Hein. Parce qu'il Oh, même faut. plus, on a du cap, on peut en profiter Ouais, même pour plus, surpayer mais un peu s'il y a besoin. Oui, voilà, mais je pense qu'il sera pas payé, il aura pas des offres à DM. Hein, je Parce qu'il pense. faut éviter le syndrome Dallas, n'est-ce pas, Louis? Exactement. Alors, doucement. Parce que oui, effectivement, Kyrie Irving est free agent, mais est-ce que ça nous intéresse? Je ne pense Surtout qu'aujourd'hui, je sais pas si vous avez vu la news, mais Kyrie Irving, c'est sorti dans la presse, essaye de recruter un certain LeBron James à Dallas. Voilà, on a effectivement. J'ai vu passer ça, ouais. pas. Oh là là. Magnifique. Écoute, J'ai faut tenter, hein. Au culot, ça peut Bien passer. sûr, bien sûr. Sur un malentendu, c'est d'ailleurs la miniature de notre dernier Spurs Break. C'est vrai. Et sinon, l'autre poste où on a besoin d'avoir un autre free agent, on y vient. C'est le poste de pivot, du coup, parce qu'on a beaucoup parlé du fait que Wembanyama devrait a priori jouer 4 au début. Et que c'est pas Zach Collins qui va être titulaire, a priori. Vas-y, Louis, régale-toi. Même si je l'aime beaucoup. Donc, Louis, je te laisse dire le nom, je sais que t'en as trop envie. Brook Lopez. Brook Lopez. Ça, c'est l'idéal. Ouais, ça serait vraiment le profil idéal parce qu'il a ce côté, il est quand même dans le finaliste des défenseurs de l'année. Donc Oui. il peut se fader tous les gros pivots. Et il shoot de loin. Donc c'est vraiment tout ce qu'on demande à un pivot idéal à côté de Wembanyama. Après, vu la dynamique, je pense qu'il va re-signer à bas prix pour continuer à avoir une chance ou deux avec Giannis parce que je pense que leur Oui. fenêtre de tir pour un titre est pas encore voilà. Mais peut-être que si on met suffisamment d'argent, voilà, quand on a un peu d'argent, il faut pas juste qu'on fasse ça sur des contrats trop longs. Mais moi, si on lui met, je sais pas, mettons 25 millions la saison sur 2 ans, avec une année en option, tu vois, pour les débuts, moi, ça me va de surpayer. Parce qu'on est un petit marché, donc si on veut attirer du monde, va falloir payer plus que les autres. Et moi, payer Ouais. plus pour un Brook Lopez, qui est un profil Il a idéal, quel pourquoi âge pas, écoute. 35 ans, ouais, why not. Ouais, non, ça se tente pour moi. Sinon, moi, j'ai d'autres noms intéressants. Ah, parce que C'est moi, pas du niveau de Brook Lopez, hein, par contre, évidemment. Moi, j'aime bien Dwight Powell. Qui est, Ok. Pour Et éviter le un syndrome autre Dallas, petit on de va prendre un Dallas. mec de Dallas. il est plus petit. Alors, c'est un petit pivot. Ouais, puis Dwight Powell. défensivement, je suis pas fan. Mais de Powell. il amènerait du spacing quand même. Ce qui est intéressant si tu veux garder, comme on disait, Sohan Wembanyama en 3-4. Mais effectivement, c'est bon. C'est pas beaucoup moins bon que Brook Lopez, mais c'est quand même moins bon. Hein. Il y a. Après, ça, c'est Blake Griffin. Ouais. Ouah, ça Moi, fait 2 ans qu'il joue pas, Blake Griffin. Il est sympa pour avoir une belle moustache et cirer le banc, mais est-ce qu'on veut vraiment d'un Blake Oui, Griffin non, mais c'était une vanne. Mais par contre, les amis, vous savez que nous avons quand même ce qu'on pourrait qualifier de Brook Lopez du pauvre, déjà dans la rotation, avec Gorgui Dieng. Ah ouais. Enfin, Oh je là, veux dire, oh là, non, mais je oh là. Alors sa défense, on est très loin de.
Tu me disais avoir pas vu beaucoup de matchs, mais le peu de fois où il a joué, dès qu'il y a quelqu'un qui drive, attention, c'est compliqué. On l'adore, Gorgui. Oui, non, mais je sais, moi j'aime bien, c'était pour la vanne. Nicolas Vucevic. Vucevic, ça pas de défense, mais... Surtout qu'il mais t'as du spacing. Ouais, puis même dans notre jeu qui est fait de beaucoup de passes et de mouvements, Vucevic, c'est quelqu'un qui a besoin d'avoir la balle au poste et tout, ça paralyse entre guillemets beaucoup d'attaques. Moi, je suis vraiment pas fan du profil. Georges Niang. Même s'il y a le côté un peu vétéran qui est appréciable, mais voilà. Georges Niang. Wow. Georges Niang, c'est pas forcément un pivot, il peut faire un peu de spacing. Oui, mais bon, on a déjà McDermott, à quoi ça sert de prendre un Niang? Est-ce qu'on trade pour Patty Mills? Christian mais, Wood. Mais il est pas agent libre. Il lui reste une année à 6 millions. Ah, ok. Christian Wood. Oh non. Bah, t'as pas trop la défense, mais c'est intéressant, non? Ouais, ça peut être intéressant. Tu vois, il sort d'une saison un peu mitigée à Dallas. Pour pareil, enfin, tu vois, il sort aussi du marasme un peu qu'est Houston. Je sais pas si pour un collectif. Pour se relancer, c'est intéressant. Ouais, mais justement pour se relancer, tu vois, il va dans une logique très personnelle, très moi, mon niveau, mes stats. Pas hyper fan. Russell Westbrook. C'est vrai. Les amis, Nazred. Oh. Mais Nazred, c'est que j'aime bien premier attends, degré. tu sais que... Ouais, Nazrid, en vrai, ouais, ça se tente. Défensivement, je sais pas trop, j'ai pas beaucoup vu les Spurs. Je crois que c'est pas si bien que j'ai pas vu Minnesota. Mais... Je crois que c'est pas si ouf que ça. Par contre, en termes de spacing, c'est excellent. Il fait une saison monstrueuse, Nazrid. Ouais, je pense qu'il y a des gens qui vont lui mettre l'argent qu'il veut sur la table. Ouais. Écoute, à voir, mais faut pas qu'on lâche trop cher. Mais écoute, ça se tente, ouais, Nazrid, pourquoi pas. Thomas Bryant aussi, mais bon là il est avec Denver. Ouais, pour avoir un plus gros rôle, on le rappelle, hein, sûr, alors qu'il n'a pas joué une minute des playoffs. Je crois qu'il a fait 3 minutes dans les playoffs. Messieurs, est-ce que vous voulez encore rajouter quelque chose avant qu'on passe à la suite? C'est-à-dire? Non, en termes de free agent, on a fait le tour de... Je rajoute Kevin Love, parce que j'aime bien Kevin Love. Pourquoi pas pourquoi pas, hein, mais il sera peut-être pas titulaire, donc tu vois, ça résout pas notre problème de titulaire. On n'a pas beaucoup parlé de Trey Jones, j'aimerais bien qu'on dise un mot de lui. Il y a Dadapt qui nous pose la question, le rôle de Trey Jones sera-t-il crucial dans cette future équipe? Alors on fait rapidement parce que là on est déjà à 1 heure de podcast. Et après il y a un petit jeu qui nous attend, mais qu'est-ce que vous pensez du futur rôle de Trey Jones? Sortie de banc, meneur gestionnaire, solide. Le même rôle que son frère en fait. Vous prenez Tyus Jones, vous le mettez aux Spurs, c'est Trey Jones. et vous dites, l'année prochaine, il sera peut-être encore titulaire selon ce qu'on fait. Dans 2 ans, selon ce qu'on arrive à avoir ou quoi, il sera sur le banc et il sera un très bon meneur de banc, je pense. Je suis assez d'accord avec ça. Moi, je trouve. C'est Popovic l'adore. C'est le rôle parfait. Popovic l'adore. La saison dernière, c'était lui qui avait les clés de l'équipe carrément. Il fait une très belle saison. Une super saison. Je pense que l'année prochaine, ça sera notre meneur titulaire. À mon avis, ça sera que c'est ce qui va se passer. Je pense aussi. À part si on chope, on fait le trade pour Chris Paul et tout, mais peut-être qu'il faudra le lâcher si on veut Chris Paul. Moi, je pense qu'on n'est pas du genre à faire un gros trade comme ça et qu'on n'ira pas chercher Chris Paul et que ça sera Trey Jones, qu'on va aller doucement. On est les Spurs. Il va rien se passer, tu vois. Voilà. Je suis très d'accord, mais du coup, pour moi, Trey Jones, d'ici 2-3 ans, faut qu'on arrive à le garder et qu'on en fasse notre meneur de banc très solide, clair, quoi. Mais surtout Trey Jones, qui de mémoire est restricted free agent, donc attention, on va falloir le signer, faut voir combien on lui donne, etc. Mais c'est vrai que pour avoir vu pas mal des matchs cette saison, quand Trey Jones est plus sur le terrain, pour construire une attaque, c'est la panique à bord, hein, quand il est pas là. Hein. Son playmaking, moi je pense que c'est une des meilleures choses qu'on peut mettre à côté de Wembanyama. Il a que 23 ans. Mettre dans ses spots, qu'il prenne son rythme et tout. Moi je pense qu'il faut le garder, il a 23 ans là, Non, le seul problème, il est effectivement free agent. Ouais, c'est ça, tu vois, donc faut voir ce qu'on en fait. Oui, mais restricted, ça veut dire il est restricted, on a la main dessus, hein. C'est nous qui décidons ce qu'on fait. Ouais. Oui, bien sûr. Bien sûr. Mais c'est pas le seul qui est free agent d'ailleurs, il y a qui aussi? Et il y a Beck Diop, KBD, il faut voir si on le re-signe aussi. Un bon petit couteau suisse quand même qui fait plaisir, encore une fois, à voir à quel tarot, mais je l'ai dit plein de fois dans les podcasts. Je ne pas dans l'effectif. Ouais. Il va falloir réfléchir à qu'est-ce qu'on fait de Vassell. Parce que l'année prochaine, il sera free agent et on peut proposer l'extension. Oui, mais on peut. Il faut le mettre maintenant. Dès maintenant, comme ça on se crée pas de problème. On lui met le même tarot, même un petit peu plus s'il faut qu'à Keldon qui a 80 millions sur 4 ans.
Tu mets 90. Voilà, 90, tu vois, complètement. parce que 100, peut-être un petit peu beaucoup, mais bon, encore que avec le salary cap actuel, pourquoi pas, mais pour moi, il faut puis qu'on- le salary cap augmente chaque année aussi. Quasiment. Voilà, donc, mais faut pas qu'on se crée des problèmes, voilà, on règle ça cet été, à l'amiable, à la Spurs, et comme Et ça, puis on part serein pour la saison. Potentiellement, il fait une saison de fou l'année prochaine, on va devoir le re-signer beaucoup plus cher. Donc, si on peut s'éviter Voilà, ça. exactement. Comme il est avec sa blessure, il a un petit peu perdu, entre guillemets, en valeur, je pense. Je pense que c'est le meilleur moment pour lui proposer un contrat team friendly. Et puis voilà. Ouais, le contrat qu'on avait filé comme on avait fait avec Dejounte, avec White, avec, Ouais, c'est ça. avec Exactement. Keldon. Il faut lui proposer ça, quoi. Messieurs, Exact. est-ce que Oui. serait pas l'heure de jouer? Allons-y. Et ben en avant. C'est parti, game time. C'est le grand retour du qui suis-je. Let's go. Allez. Régale-nous, je vais perdre. Né en 1986. Qui suis-je? Ah, yes. Attends. Non mais je rigole. Je l'ai. 27. Je ne suis pas Je réfléchis à l'âge. Je ne suis pas drafté en 2009 et je file directement en Europe. En 2013, je remporte l'Eurocoupe avec le Lokomotiv Kuban. Ma meilleure moyenne en carrière, elle est de 15 points par match et je la fais au Spirou Basket Club à Charleroi, en Belgique. Je termine ma carrière en France à Chalon-Reims en 2020 après 2 saisons. Je suis Jimmy Baron. Mais c'est qui Jimmy Baron? Qui suis-je? C'est le nouveau shooting coach. Oh, magnifique. Qui est le nouveau, le nouveau chip, on l'espère, en tout cas pour la saison prochaine. Bravo. Putain, t'es chaud. J'avais pas vu la Ouais. news. Jimmy de son nom. Bayron. Parce que j'avoue que le nom, là, j'étais là, quoi? Je me suis dit, est-ce que c'est, comment il s'appelle? Je sais jamais son nom, Milutinov, le mec, là, qu'on a drafté, qui a jamais joué pour nous. J'étais là, Moi, ouah, j'étais mec, en il joue à train de me dire, Charleroi. le bâtard, il est parti sur basket européen, j'y connais rien comme un con. Je Non, voulais non, faire ça gagner va. notre rookie. Ouais, non, mais écoute, tu fais bien. Moi, de toute façon, j'ai pas gagné un quiz depuis la chute du mur, donc si tu veux, je suis pas à ça. T'as quand même donné la réponse, donc finalement, je peux pas vraiment trouver, qui c'était, donc, demi Bah, victoire. parce qu'en même temps, j'aurais pas dit le nom, t'aurais dit c'est Jimmy Barron. Oui, non, j'aurais pas pu. Clairement, là, je m'avoue, Je que sais. j'aurais pas pu. Hein. Je sais, c'est Jimmy Barron. En même temps, Chalon-Reims en 2020, vous pouvez suivre un peu la Betclic Elite, les mecs, quand même. C'est vrai. Ah, bah oui. J'ai trop suivi la bête cette année. Là. Ah ouais. On m'arrête plus devant les matchs. Fun là. fact, j'ai été plusieurs Qu'est-ce que fois, tu regardes à Marcel Cerdan voir Victor Wembanyama jouer, Bilal Koulibaly aussi, parce que je suis fan de lui depuis le début de la saison où je le vois. Là, il y a une hype autour de lui en ce moment. Il est en train de monter pour Ouais, être d'ailleurs, notre je vois repeat, des quoi. gens qui se Ouais. hype pour qu'on Ouais. trade up pour drafter. Absolument, Koulibaly, même sur notre Twitter, mais je Spurs. comprends parce que moi je suis absolument fan de lui, je l'adore, et Victor Wembanyama, pour l'avoir vu en vrai à 1 mètre de moi, il est grand, Ça t'a impressionné. il est grand. Merci, c'était mon Ah bon. expertise, voilà. Bah, ça, c'est de l'analyse, Ouais, voilà. mec. N'hésitez pas. Ouais, c'est pour ça qu'on écoute N'hésitez pas Spurs Break à après nous tout. Hein. suivre sur Twitter pour des si belles analyses. Thibaut, il tweet beaucoup trop d'ailleurs. Ne le suivez Ah pas, ouais. ça va être trop chiant pour vous. Ouais, désactiver les notifs, Il quoi. vous envahit. Ouais. Je crois que mon dernier tweet date de 2018. Anyway. Non, t'as tweeté pour les Spurs Break à chaque Oui, fois. bah oui, je relais le Spurs Break, bien sûr. Bah, mon profil Twitter ne Mais sert qu'à ça. tes tweets hors... Mais depuis que je te connais, je t'ai jamais vu tweet hors C'est Spurs ça, Break. c'est ouf. Donc, Mais suivez-moi sur Instagram. C'est faux, il n'y a pas beaucoup plus de Ah. choses. Bon, messieurs, c'était trop cool. Allez, à la prochaine. Des bisous. C'est super. Salut tout le monde.